La guerre a construit presque l'entièreté de la garde-robe masculine. Je pense que je peux assez facilement parier que si vous êtes un homme, vous avez actuellement sur vous un vêtement issu de l'armée. C'est le monde militaire, les millions de morts et les conditions de vie les plus atroces de certains conflits qui ont construit la mode masculine actuelle. Les Timberland, le trench, le pantalon chino de ton cadre supérieur, même les jupes masculines, des vêtements qui étaient autrefois utilisés pour tuer ses ennemis, qui sont aujourd'hui des trends TikTok. Des pièces avec des histoires super fortes et parfois complètement surprenantes qui aujourd'hui sont portées par Monsieur Tout-le-Monde sans même connaître leurs origines. Et c'est logique, depuis longtemps l'industrie militaire est l'un des domaines dans lequel les pays investissent le plus. Des milliards dépensés dans les uniformes et l'habillement à travers le monde depuis des centaines d'années. Prenons un exemple. Quand tu étais bébé, ta famille adorée t'a sûrement habillé avec un petit body tout mignon. Et comme tu avais une énorme tête, ils ont opté pour un body avec une encolure américaine. Cette technique a été développée pour que les soldats de l'armée américaine puissent enfiler leurs pulls et t-shirts par-dessus leur casque. Donc pour que tout soit clair dès le début de cette vidéo, sache que si t'es un homme, même le petit body pour bébé tout mignon que t'avais à ta naissance est directement inspiré du monde militaire. Je vais pas tout vous spoil maintenant, je vous propose qu'on garde des anecdotes pour la vidéo, il y en a bien d'autres et à différentes époques que vous ne soupçonnez même pas. Bon, laissez-moi enlever ce casque et plongeons ensemble dans les fascinantes liaisons entre la guerre et la mode. Ce type de vidéo est possible grâce à Vêtu d'idées, mon entreprise qui accompagne les créateurs dans le développement de leur marque de vêtements unique et rentable. C'est très niche donc je fais vite, mais si vous êtes un créateur ou que vous travaillez pour une marque de vêtements et que vous voulez implémenter des nouvelles stratégies, les stratégies qu'utilisent les marques qui fonctionnent le mieux actuellement sur le marché, au sein de la vôtre, eh bien Vêtu d'idées est là pour vous. On a une approche holistique avec différents services et tout un écosystème qu'on a réussi à construire grâce à plein d'entreprises partenaires pour vous aider à progresser au mieux. On va vous aider à être positionné de manière chirurgicale sur le marché pour toucher au mieux votre client type, à structurer vos opérations et à les optimiser avec des automatisations, l'intelligence artificielle et nos partenaires dans la production et la logistique si nécessaire, ainsi qu'à développer votre approche communautaire sur les réseaux sociaux pour rassembler les gens et avoir une vraie marque qui plaît. Vous pouvez directement réserver un appel avec nous avec le lien en description. Si vous êtes juste curieux ou alors dans la phase de démarrage de votre projet, je vous invite à aller regarder la chaîne YouTube Vêtu d'idées qu'on a lancée très récemment, dans laquelle on va aborder des sujets vraiment différents de cette chaîne. Ça va être ultra spécifique et ultra niche sur la création d'une marque de vêtements. Des contenus 100% éducatifs. Je vous mets le lien de la chaîne sur l'écran de fin de cette vidéo. Pour comprendre pourquoi tant de vêtements masculins descendent aujourd'hui du monde militaire, il faut comprendre ce qu'est un uniforme et comment est habillé un soldat. L'uniforme, c'est bien plus qu'un vêtement. C'est une déclaration visuelle d'autorité, de puissance et d'identité. Depuis toujours, il a trois objectifs essentiels. Être reconnaissable, être beau, et être utile. Être reconnaissable d'abord. Et bien évidemment, sur un champ de bataille, vous voulez voir qui est avec vous et qui est contre vous. Parce que c'est ce qui va décider de la vie ou de la mort de tes soldats, donc très vite les armées ont codifié les apparences. Par les couleurs, les insignes ou les coupes. À l'époque napoléonienne par exemple, chaque régiment avait sa propre couleur de pantalon. Cette reconnaissance visuelle immédiate, c'est une stratégie, mais c'est aussi une manière de pouvoir souder les hommes et créer un sentiment d'appartenance entre eux. Être beau ensuite. Faut pas oublier que pendant longtemps, l'uniforme c'était la grandeur de la nation. Il devait incarner le prestige de tout un peuple. Dans les cours royales européennes, on défilait parfois en tenue militaire comme on défilait avec un costume d'apparat. Le vêtement ne se contentait pas de protéger, il était là aussi pour impressionner. C'est pour ça que certains uniformes étaient vraiment admirés pour leur esthétique, même quand ceux qui les portaient l'étaient un peu moins. Prenons un exemple révélateur, l'uniforme SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Conçu par Karl Diebich et Walter Heck, c'est une réelle arme psychologique. Un noir profond, une coupe impeccable car chaque costume est taillé sur mesure pour chaque officier, et avec une symbolique graphique extrêmement forte, finalement c'est un petit peu parmi les premiers à avoir posé un logo, un symbole visuel aussi fort sur un vêtement. Tout est codifié pour inspirer la peur et le respect, et cet uniforme il est souvent cité avec un malaise certain, je vous l'accorde, comme l'un des plus puissants visuellement de toute l'histoire. Et cela nous amène au troisième pilier de l'uniforme, l'utilité. Avec le temps, à mesure que les guerres se modernisent, que les armes deviennent de plus en plus puissantes et les conflits se globalisent, les besoins changent. Il faut des vêtements robustes et économiques à produire en masse. Et ça va déclencher un phénomène ultra puissant, encore jamais vu dans l'industrie textile, une accélération sans précédent de l'innovation. Les États se mettent à consacrer des budgets colossaux, des milliards et des milliards d'euros dans le développement de leurs uniformes, c'est plus que n'importe quelle marque de vêtements sur la planète. C'est d'ailleurs durant la Seconde Guerre mondiale que l'utilisation des matières pétrochimiques va faire son apparition, pour la première fois sur les toiles des parachutistes, une toile nylon. Et ces matières sont aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un incontournable de la mode. Maintenant qu'on a compris ce
ce qu'était la garde-robe d'un soldat, pour comprendre comment ces vêtements sont arrivés dans la mode masculine, faut comprendre ce qu'était la mode masculine. Regardons au début du XXe siècle. Pour les bourgeois, c'est des costumes extrêmement simples, il y a très peu de place à l'expérimentation, la silhouette masculine est sobre, rigide et peu confortable, l'innovation est extrêmement rare et elle reste cantonnée à des cercles très fermés. Et pour le reste de la population, c'est-à-dire l'immense majorité des hommes qui ne sont pas bourgeois, eh bien le vêtement a une seule fonction, être utile et durer. Les travailleurs portent simplement leurs vêtements de travail et ils les usent jusqu'à la corde. La mode pour la majorité des hommes est un luxe inaccessible, on parle même pas de mode, c'est juste s'habiller parce qu'il faut s'habiller pour sortir. Et c'est là que l'uniforme militaire fait office de rupture, car bourgeois ou non, tous les hommes vont être habillés de la même façon. Alors quand ils reviennent dans la vie civile, ces hommes ne veulent plus retourner aux vêtements peu confortables ou peu flatteurs de leur vie d'avant. Et petit à petit, ces vêtements rentrent dans le quotidien. Maintenant qu'on a tout le contexte, découvrons ensemble des exemples concrets de vêtements issus de la guerre que vous avez tous dans votre garde-robe sans même le savoir. On va les passer en revue de manière chronologique dans l'histoire pour voir comment tout ça s'est fait au fur et à mesure des décennies. À partir du XVIIIe siècle, une lente transformation commence. L'Europe rentre dans une ère de modernisation et l'industrialisation va imposer de nouvelles réalités au sein des conflits. La guerre n'est plus une histoire de chevaliers isolés, mais de masse organisée. C'est dans ce contexte que naît presque par accident l'une des pièces les plus portées de notre époque, le pantalon chino. À la fin du XIXe siècle, dans l'Empire britannique, les soldats en poste en Inde doivent affronter un climat extrêmement chaud. Et les lourdes tenues rouges emblématiques de l'Angleterre ne sont pas vraiment adaptées pour le climat indien, je vous fais pas de schéma de pourquoi. Naturellement, l'idée germe alors d'utiliser un tissu plus léger et respirant pour construire les vêtements des militaires. Alors ils vont regarder ce qu'ils ont sur place, localement en Inde. Il y a une matière qui est utilisée depuis déjà des millénaires par les gens sur place, par les locaux, le coton. Ils vont alors commencer à réaliser des tissus en sergé de coton extrêmement fins par rapport à leurs anciennes tenues, qui vont teindre d'une couleur sable pour pouvoir se fondre dans le paysage indien. Cette couleur sable qu'on appelle kaki rentre alors dans l'histoire, kaki qui veut d'ailleurs dire poussière en hindi. Ce pantalon simple, résistant et confortable deviendra le standard pour toutes les troupes coloniales. Quelques années plus tard, les Américains qui eux aussi sont engagés dans des conflits outre-mer, ils commencent la guerre hispano-américaine de 1898. Ils ont beaucoup aimé le pantalon que les Anglais avaient en Inde, donc ils vont reprendre le même concept et refaire exactement la même chose pour leurs troupes, simplement le coton va venir de Chine, alors ils vont l'appeler le chino. De simples vêtements pour les soldats en climat tropical, ils vont passer dans la vie civile quand ces derniers soldats revenus de la guerre vont reprendre leurs études dans les universités et vont populariser ce pantalon. Et oui, ce pantalon, symbole universel du pantalon de bureau pour montrer qu'on est bien habillé mais pas trop quand même, on est un peu décontracté, tire ses origines du monde militaire. Mais le chino n'est pas le seul à connaître un destin singulier. Prenons l'exemple du caban, aussi appelé peacoat. Cette fois-ci on remonte un siècle avant, c'est toujours chez les Anglais mais de la Royal Navy. C'est un manteau court en laine épaisse avec des larges revers conçus pour supporter les plus grands vents et froids de l'Atlantique Nord. Chaque détail est pensé pour la mer, il y a une double rangée de boutons qui vous permet de fermer le manteau dans un sens ou dans un autre selon comment vient le vent, et le col large permet de protéger le visage du froid. Avec les grandes expéditions navales de l'époque, ce manteau il va devenir un emblème de la puissance britannique, mais aussi un outil de survie pour les marins qui passent des mois en mer. Avec le temps, le caban descend de terre, les dockers et pêcheurs vont reprendre ce vêtement bien pratique et fonctionnel pour se protéger du froid, pour le porter dans la vie de tous les jours, et un peu plus tard, au 19e siècle, il va être repris par des marins américains qui le trouvent tout aussi pratique, et encore plus tard, il va être repris dans le monde de la mode. Un autre vêtement de mer bien connu en France et en Bretagne, c'est le pull marin. Dès le début du 19e siècle, les marins bretons vont commencer à tricoter des épais pulls en laine pour se protéger du froid marin. Et parfois, chaque village avait son propre motif de torsade, ce qui permettait d'identifier les noyés retrouvés en mer. Un détail tragique mais révélateur du lien profond entre nécessité de survie et identité vestimentaire. Un autre héritage discret qui nous vient de la guerre mais fondamental, le cardigan. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce vêtement ne nous vient pas tout droit d'un salon victorien anglais, mais il nous vient bien d'un champ de bataille. On est en pleine guerre de Crimée, au milieu du XVIIIe siècle, et James Thomas Brunel, il va populariser cette veste ouverte sur le devant, parce que ça lui permet une meilleure liberté de mouvement, une meilleure ventilation, tout en gardant la chaleur du corps. James Thomas Brunel, il est commandant de la charge légère britannique. Vous allez me dire pourquoi on appelle ça un cardigan? Eh bien parce que ce fameux James, c'était le comte de Cardigan. C'est un titre honorifique qui est décerné par la couronne anglaise, et il était d'ailleurs surnommé Lord Cardigan, donc Seigneur
cardigan. Rapidement, ce vêtement il va devenir populaire auprès des officiers britanniques avant de se populariser dans la bourgeoisie anglaise. D'ailleurs, les Anglais, ils ont fait vraiment beaucoup pour les fashions durant cette guerre de Crimée, puisqu'ils vont mener une bataille contre l'Empire russe dans la petite ville portuaire de Crimée de Balaklava. Balaklava, c'est le terme anglais qui est utilisé pour dire cagoule et que les fashions adorent utiliser pour décrire là toutes leurs cagoules un peu extravagantes, parce que cagoule c'est le terme pour les voyous, comprenez. Balaklava c'est pour les fashions. Il faisait très froid durant cette guerre de Crimée, alors les soldats anglais, pour se protéger la tête, ont pris des restes de tricot et ont confectionné des cagoules. Alors j'ose espérer que dans toute l'histoire de l'humanité, ils aient eu l'idée avant de mettre un truc en laine sur leur tête pour se protéger du froid, parce que sinon 1854 c'est un peu tard. Mais en tout cas, cet événement est retenu comme la date d'invention de la cagoule. À travers ces anecdotes, un schéma se dessine. À chaque époque, la guerre impose ses contraintes et les soldats, les armées sont obligés de s'adapter. Mais qu'on soit bien clair, cette influence, elle reste encore ultra souterraine dans la mode civile à cette époque. La majorité des vêtements d'inspiration militaire sont simplement pour les travailleurs et ils les pas pour être fashion, ils les portent par nécessité. La bourgeoisie, quant à elle, reste dans son truc, les costumes d'apparat, etc. Ils sont vraiment très loin de tout ça. Mais tout cela va brutalement changer au XXe siècle, car les deux guerres mondiales ne vont pas simplement influencer notre manière de nous habiller comme beaucoup d'autres conflits, elles vont révolutionner l'industrie de l'habillement tout entière. Quand le monde plonge dans le chaos de la Première Guerre mondiale, c'est toute la société qui vacille, et avec elle, la mode. Les deux guerres mondiales ne vont pas se contenter d'ajuster les méthodes, les techniques de l'habillement, elles vont redessiner complètement la garde-robe de l'homme et forger des icônes encore jamais vues auparavant. Dès 1914, les uniformes eux-mêmes sont soumis à des changements radicaux. Vous vous souvenez sûrement de vos cours d'histoire du lycée, mais en août, quand la France rentre en guerre, les soldats portent encore les pantalons rouges, vestiges de l'époque napoléonienne. Mais très vite, face à l'horreur des mitrailleuses, ces pantalons deviennent des cibles parfaites. L'armée est alors forcée d'ajuster et elle va adopter pour la teinte bleu horizon, une teinte bleu-gris qui se fond dans le paysage. Ok, commençons en France où beaucoup des accessoires militaires vont être repris dans la vie civile. Le béret des chasseurs alpins par exemple, les célèbres diables bleus, ils sont créés pour être portés en montagne, résistants au froid et au vent, et ils vont vite devenir dans la vie civile un symbole de bravoure. Après la guerre, son style si reconnaissable va inspirer la création du béret civil qui va lui être popularisé dans tout le sud de la France dû à la popularité des chasseurs alpins. L'impact du contexte colonial est aussi notable sur l'influence stylistique de l'époque, puisque quand les soldats maghrébins vont arriver sur le front, la mode, le grand public va découvrir le sarouel, un pantalon ample et confortable qui est évidemment adapté pour les climats chauds. C'est le couturier français Paul Poiret, figure de la haute couture parisienne de l'époque, qui est très inspiré par le sarouel et qui dès 1911 va créer énormément de vêtements féminins cette fois-ci, avec des coupes qui ressemblent énormément à celles du sarouel, ce qui rompt avec les coupes rigides et les corsets de l'époque. L'influence militaire, même si elle reste encore très niche, elle va au fur et à mesure arriver assez rapidement dans les salons assez chics et branchés de Paris. En février 1915, une autre révolution se prépare sur le champ de bataille, c'est l'arrivée du camouflage. Jusqu'alors, l'idée de cacher ses troupes ou ses équipements était presque contraire à l'honneur militaire. Sur certains canons à l'époque, il y avait des ornements, il y avait des jolis trucs qui étaient mis dessus. Alors on n'allait pas les cacher. Mais la brutalité et l'horreur de la Première Guerre mondiale imposent le pragmatisme. C'est l'artiste Guirand de Scevola qui va diriger la première unité spécialisée dans le camouflage. À l'époque, l'objectif est pas encore de cacher les soldats en leur mettant des motifs sur les vêtements, ils y pensent pas encore, du moins c'est pas encore fait. C'est surtout pour camoufler les équipements lourds, les chars, les avions, les canons, tout ce qui vaut assez cher et qui peut être détruit facilement par l'ennemi depuis le ciel ou en sabotant. Ça paraît assez fou aujourd'hui, mais chaque motif était peint à la main. Pour chaque type de paysage, ils allaient peindre un camouflage adapté. Plus tard, le camouflage s'étendra aux vêtements eux-mêmes, créant une nouvelle esthétique dans la guerre, basée non plus sur la démonstration, mais sur l'effacement. Des motifs qui, vous le savez tous, deviendront extrêmement présents dans le monde de la mode au niveau des années 2000. Parmi les innovations textiles majeures de la Première Guerre mondiale, notons quand même la plus célèbre, le trench coat, littéralement manteau des tranchées. C'est l'armée britannique qui va commander ce manteau à Thomas Burberry, le créateur de la célèbre marque anglaise, puisqu'ils avaient besoin de remplacer les manteaux lourds qui prenaient énormément la pluie des soldats anglais. Ils voulaient quelque chose d'imperméable et plus léger. Thomas Burberry, pour réaliser cette commande de l'armée anglaise, il va utiliser une toile garbadine qu'il a lui-même inventée. C'est une toile tissée extrêmement serrée qui est enduite de cire pour la rendre imperméable. Chaque détail est pensé pour la guerre. La doublure est cousue à l'intérieur pour plus d'étanchéité, il y a des rabats sur les épaules pour éviter que la pluie ne s'infiltre sur lecture, et il y a des grandes poches pour pouvoir cacher des cartes ou des armes. Cette
veste imperméable, elle apparaît bien avant l'invention des matières pétrochimiques, qui sont utilisées pour toutes les vestes imperméables aujourd'hui. À la fin de la guerre, les officiers démobilisés vont continuer de porter le trench, et ça va devenir une figure absolument emblématique du vestiaire masculin, magnifiée par le cinéma et la photographie qui sont très populaires à l'époque. La Seconde Guerre mondiale amplifie à son tour ce phénomène. Dans une guerre totale, où l'effort industriel est mobilisé à une échelle sans précédent, surtout aux États-Unis, les vêtements vont devenir encore plus standardisés. Paradoxalement, ça va créer encore plus d'icônes. Et là, on arrive sur les références américaines que vous connaissez tous, parce que les Américains, s'il y a bien un truc qui maîtrise encore mieux que la guerre, c'est le cinéma avec Hollywood, qui va permettre de populariser énormément de ces silhouettes. Le bombardier en cuir conçu pour les pilotes d'avion américains fait son apparition, veste en cuir que vous connaissez tous. Certains modèles ont de la laine comme ça juste derrière pour bien tenir chaud pendant les vols aériens, les températures extrêmement glaciales que rencontrent ces pilotes. Ça deviendra plus tard la fameuse bomber jacket que vous connaissez tous, ça sera repris dans plein de matières différentes, avec du nylon, avec je ne sais quelle autre matière, mais la version originale est bien en cuir. Les bottes de combat en cuir lacées jusqu'au mollet qui sont destinées pour les grandes marches sur n'importe quel terrain, résister à la boue, à l'eau, etc. vont elles aussi être popularisées aux yeux du grand public. Même le t-shirt, le fameux t-shirt blanc sous-vêtement américain qui va être popularisé après la guerre mondiale. Les anciens combattants revenus de la guerre continuent de porter ces pièces dans le quotidien, mais il faut le dire, c'est surtout Hollywood qui, à travers ses films emblématiques sur la Seconde Guerre mondiale, va populariser ces silhouettes. Ils vont les mettre en fait sur les plus beaux acteurs, les plus charismatiques, ce qui va énormément plaire au grand public. Mais après les deux guerres mondiales, le vêtement militaire n'est plus seulement fonctionnel, il devient culturel. Et désormais, chaque homme, quand il s'habille, emprunte sans le savoir un fragment de cette mémoire collective. Mais il y a une question qui reste encore floue. Comment tous les vêtements d'origine militaire dont on a parlé et tous ceux dont on n'a pas pu parler sont réellement devenus populaires dans le grand public? Et ça au point qu'on ne connaisse même pas leur histoire. Certes, avec tous ces exemples, on a bien compris que la plupart des vêtements du vestiaire masculin viennent de la guerre, mais comment ont-ils transitionné de la guerre à la vie? Je veux dire, c'est pas aussi simple que juste de dire que les soldats ils sont rentrés de la guerre et puis pour le style ou juste comme ça parce qu'ils aimaient bien les vêtements, ils les ont gardés sur eux et tout le monde a trouvé ça stylé et ils voulaient s'habiller pareil. L'idéal pour comprendre cette transition entre vêtements de guerre et vêtements civils, c'est de regarder la fin du XXe siècle. En gros, il y a trois explications majeures qui vont causer ce phénomène. La première, elle est toute simple, c'est purement économique. Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'achève, les États-Unis et l'Europe font face à un problème inattendu. Il y a une montagne de stocks de vêtements militaires. Des millions de pièces produites en masse pour un conflit global qui du jour au lendemain ne servent plus à rien. À ça vous ajoutez toutes les usines qui s'étaient spécialisées dans la réalisation des vêtements militaires qui ne savent plus quoi faire. Mais alors que faire de toutes ces bottes, uniformes, sacs à dos et que sais-je qui viennent directement de l'armée? Eh bien la réponse est simple, les vendre en masse et pas cher. C'est ainsi qu'apparaissent les premiers magasins de surplus militaires. Ils vont souvent être installés dans les zones les plus dévastées par la guerre pour aider les gens à reconstruire leur garde-robe et à reconstruire en fait tout ce qu'ils ont perdu par la guerre. Ils proposent au public des vêtements pratiques et fonctionnels qui sont en plus accessibles à tous. Donc le grand public, après des années et des années de privation, eh bien ils vont s'y précipiter. Pour quelques francs ou dollars, tu repars avec un pantalon de travail super fonctionnel et résistant, une veste en cuir bien chaude. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de débat, c'est un no-brainer pour les gens. Ils vont y aller directement. L'armée a involontairement créé la première vague de démocratisation des vêtements militaires. La deuxième explication, c'est la recherche d'affirmation masculine. Le soldat, par son statut, son maniement des armes, sa volonté de donner sa propre vie pour la patrie, son physique surentraîné, il va vite devenir, dans l'imaginaire collectif, une figure masculine. Et à ça, vous ajoutez la mise en avant massive de l'esthétique du soldat après la Seconde Guerre mondiale, que ce soit de manière tout à fait logique et normale pour la mémoire qu'on leur doit pour les horreurs qu'ils ont vues, mais aussi de manière un peu plus implicite avec tous les films sur Hollywood qui vont sortir à ce sujet. Tous les cinémas occidentaux vont mettre en scène ces hommes magnifiques et charismatiques dans des rôles de soldats, ils vont romancer la vie du soldat, ce qu'il a réellement vécu, ce qui fait que les gens vont tout de suite s'intéresser à cette esthétique et ça va leur parler. Ça va rapidement propulser les vêtements militaires comme les pièces charismatiques et masculines que les hommes veulent porter. La troisième explication, c'est les mouvements de protestation sociale. Dans les campus universitaires américains, beaucoup d'étudiants en quête
quête d'identité et de sens à leur vie vont s'approprier les vêtements militaires, vont jouer un petit peu avec pour créer des nouveaux styles, notamment la parka M51, d'autres vestes de combat et bottes. En Europe, les jeunes artistes intellectuels vont eux opter pour un style un petit peu différent avec le caban, la vareuse, le trench, des vêtements qui donc deviennent des vrais symboles d'appartenance culturelle pour ces communautés. Mais ce n'est pas que la culture classique qui va s'en emparer, c'est aussi toutes les cultures underground. Dans les années 60, quand les États-Unis s'embourbent dans la guerre du Vietnam, beaucoup de jeunes hippies viennent contester ce mouvement en s'habillant comme des militaires. Ils vont justement arborer fièrement ces tenues en signe de protestation et donc retourner les codes traditionnels militaires contre l'armée elle-même. Et pas que les cultures souterraines des États-Unis, aussi en Europe avec par exemple les skinheads et les punks anglais à Londres qui vont s'approprier eux aussi les codes militaires. Alors parfois par style parce que ça fait rebelle, mais aussi parfois par pur souci pratique. Quand tu passes des soirées à Londres un 4 janvier à 4h du matin, c'est assez intéressant d'avoir une veste en cuir bien chaude et d'avoir des grandes bottes qui font que t'es pas mouillé quand tu marches dans une flaque d'eau. Et à mesure que la société se pacifie, les souvenirs directs de la guerre s'estompent et donc les gens oublient petit à petit l'origine militaire des vêtements qu'ils portent. Le grand public les adore pour leur confort, leur style, pour leur identité culturelle, mais personne ne se souvient réellement de comment ils ont été utilisés à la base. Les créateurs de mode n'ont jamais cessé de puiser dans cet immense réservoir stylistique. Yves Saint Laurent avec le trench, Jean-Paul Gaultier avec la marinière, et même des figures de la mode actuelle. Je pense à Kanye West avec son kilt en cuir, ou A$AP Rocky avec la version plus traditionnelle. Tout au long de l'histoire, la guerre a façonné les civilisations, elle a fait tomber des empires, transformé les sociétés, et sans que nous le remarquions vraiment, elle a aussi façonné notre manière de nous habiller. Ce que nous portons n'est pas le fruit du hasard, chaque bouton, chaque couture, chaque tissu raconte une histoire, et se souvenir de cette histoire, c'est comprendre que la mode n'est jamais anodine. J'ai encore plein d'anecdotes et de petits trucs géniaux à raconter sur le sujet, en réalité, les influences de la guerre sur la mode masculine, c'est infini, on pourrait parler du sujet pendant 3 heures, mais j'ai surtout plein de choses à dire sur l'influence de la guerre sur la mode féminine, parce que même si elle partait pas directement au front, il y a énormément de choses à dire sur comment les conflits ont changé la manière de s'habiller pour les femmes. Donc si vous voulez une sorte de partie 2 ou de suite sur les liens entre la guerre et cette fois-ci la mode féminine, faites-le moi savoir en commentaire, je serais ravi de vous faire cette vidéo. Moi j'ai adoré faire cette vidéo, donc si toi elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à la liker. Putain, quelle galère. Si tu es créateur et que tu souhaites développer ta marque de vêtements, la passer au niveau supérieur, eh bien réserve un appel avec Vêtu d'idées, le lien est en description. Je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui retrace l'histoire du workwear à travers l'histoire de Carhartt. C'était Etienne GS, salut et à la prochaine.